Éric Lhomme, nous allons maintenant rentrer dans le cœur du délit et dans votre trilogie Phénomène. Alors il y a des titres plus impropres. Je trouve que celui-ci résume bien l'essence de vos trois romans, car nos quatre héros sont véritablement des phénomènes. Ce sont des ados de 14-15 ans et ils ont tout simplement des pouvoirs incroyables. C'est vrai, mais avant d'avoir des pouvoirs, ils ont d'abord des problèmes. C'est-à-dire qu'avant d'avoir des super pouvoirs, ils ont des super problèmes. Et je pense que, de façon un peu humoristique, leurs super pouvoirs sont bien mérités au regard de leurs super problèmes. Alors je vais essayer de résumer quand même cette bande des quatre. Violaine, pour moi c'est la grande sœur des quatre. Elle peut influencer qui elle veut par la pensée. Il y a aussi la douce et fragile Claire, qui peut, elle, se téléporter en une fraction de seconde là où elle le désire. Nicolas, c'est le troisième, lui, il voit l'invisible. Arthur, enfin, enregistre, calcule, se souvient de tout. C'est un petit peu le savant de la bande des quatre. En même temps, le pouvoir de ces ados est encore balbutiant et ils ne le maîtrisent pas complètement. C'est vrai, tout au long des trois volumes de Phénomène, on accompagne les personnages à la fois dans la maîtrise de leur pouvoir et dans les débordements également auxquels ils ont à faire face de ces pouvoirs. Mais on est, on est bel et bien là dans la problématique adolescente où l'adolescent peine à savoir qui il est, à s'accepter lui-même. Il y a dans mes quatre personnages également beaucoup de l'adolescence en fait. Je dirais que aucun adolescent n'est normal. Cela dit, encore une fois, ils ont quand même des pouvoirs particuliers. Moi, je ne peux pas faire ce que fait Claire, je ne peux pas faire ce que fait Violaine, je ne peux pas faire ce que font les deux autres. On ne peut pas dire que ce soit mes amis Paul et Robert que je rencontre tous les jours, nous sommes d'accord. Oui, ou alors ils cachent bien leur jeu. Non, mais je les connais bien, c'est pas possible. Autre chose pour moi capitale, dès le premier volume de votre saga, ces ados fuient l'établissement psychiatrique dans lequel on les a confinés, et puis finalement, ils n'ont plus aucun rapport avec les adultes. Ils vont plus voir leurs parents. Ils sont seuls, ils sont livrés à eux-mêmes et à leur terrifiant pouvoir, et ils ne peuvent s'en sortir qu'en se reposant les uns sur les autres. Seuls, ils seraient rien, mais à quatre, ils peuvent y arriver. Absolument, c'est Arthur dans le deuxième tome, je crois, qui résume très bien en disant que c'est une bande déclopée qui se soutient pour marcher droit et le moins abîmé des quatre, c'est celui qui prend la veille pendant que les autres essayent d'émerger, quoi. Si l'un d'entre eux seulement vacille, c'est tous les autres qui tombent. Le groupe ne sait plus quoi faire, il tourne en rond, un peu comme quand on supprime un pied, eh bien on tourne toujours dans le même sens. En même temps, ces pouvoirs ont quelque chose de terrifiant, parce que ça finit par les ronger. À partir du moment où tout ça est balbutiant, ils se disent on a quelque chose, nous sommes différents. C'est un mot aussi très important. Ces enfants sont différents du commun des mortels, ils sont différents des autres ados, même si les ados ont tous leurs problèmes. Mhm. Oui, absolument, et c'est cette différence qu'ils doivent en extrêmement peu de temps et tout seuls découvrir et assumer. Et c'est là que franchement, ce n'est pas facile. Non seulement ces quatre phénomènes veulent savoir pourquoi ils possèdent ces dons, ils se demandent d'où ils viennent. Ils se disent c'est pas possible, pourquoi on a ça en nous? C'est quelque chose qui trouve un écho assez profond en moi parce que j'ai le souvenir à une époque de mon adolescence, me sentant très différent et trop différent des autres, je me suis demandé si je n'étais pas, si j'étais vraiment le fils de mes parents et si je n'étais pas en fait un extraterrestre confié à la garde de mes parents par des princes martiens en exil, enfin quelque chose comme ça. Et je me rappelle très bien avoir de temps en temps testé mes parents, posant des petites questions, etc., etc. Maintenant, bon, et je sais que je ne suis. Vous êtes soigné depuis, ça va beaucoup Ça va mieux, beaucoup vos parents mieux. sont rassurés. Voilà, c'est, je sais maintenant que je suis un extraterrestre. Voilà. Alors on s'en doute, de tels pouvoirs intéressent beaucoup de gens. Il y a deux organisations secrètes qui vont traquer ces enfants, puisqu'ils sont quand même en fuite. Alors il y a une organisation extrêmement puissante, majestique, formée de 12 membres. Alors là, vous m'avez fait un petit peu penser au Smersh de James Bond, des hommes super puissants, super secrets, super méchants. Oui, en gros, c'est bien résumé. C'est bien résumé. Oui, oui, à la différence près qu'on s'est posé la question de l'existence de ce groupe un temps aux États-Unis. Parallèlement à cette organisation majestique, il y a une autre cellule, tout aussi secrète et influente, qui est menée par un loup,
un prédateur, un tueur, l'effrayant Clarence. Alors Clarence, c'est censé être le méchant de l'histoire, enfin, c'est comme ça qu'il apparaît au tout début du livre. Et puis petit à petit, eh bien, on se rend compte que c'est pas si compliqué que ça. Déjà à la fin du premier tome, il épargne mes héros, et dans le deuxième tome, il change complètement de position par rapport à eux. Dans le troisième tome, ça va encore plus loin. Je crois que c'est une constante dans tous mes livres. Je suis l'anti-Walt Disney, en quelque sorte. C'est-à-dire que dans les Walt Disney, on sait dès les premières images qui va être le gentil et qui va être le méchant, parce que physiquement, déjà, il en a les attributs, et puis le comportement répond exactement à ce à quoi on attend. Et moi, j'essaie de me rapprocher de la vraie vie. Et dans la vraie vie, personne n'est méchant, personne n'est gentil. Il se trouve qu'en fonction des circonstances, on est amené à agir de telle ou telle manière, et que c'est cet acte qui va être jugé comme faste ou néfaste, bon ou mauvais. Et j'aime beaucoup ce personnage de Clarence qui est présenté comme méchant, et puis qui finalement on se rend compte que il est pas méchant, il est gentil, enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut imaginer. J'en viens à ce qui m'apparaît en vous lisant comme une obsession et une vérité. On nous cache beaucoup de choses, mes enfants. Pour le dire différemment, dans l'ombre des grands manipulateurs, il y a des personnes qui s'agitent, qui orchestrent et qui dirigent nos vies. L'idée qu'on nous cache quelque chose, ça aide à donner du sens à ce qui nous entoure. On est toujours là, on supporte de moins en moins cette idée qu'il n'y ait pas de sens dans nos vies, puisqu'on nous a tout supprimé petit à petit, progressivement, la spiritualité, les mystères divins, etc. Il nous reste quoi? Il nous reste à nous précipiter, faire nos courses le samedi et dimanche dans les grands supermarchés. C'est la seule chose qui nous reste pour trouver un sens à nos vies. Et finalement, ça ne suffit pas, ça suffit à personne. Donc, Et encore, je suis persuadé qu'il y a des puces dans les caddies. ah mais bien sûr, il y en a, il y en a. On est d'accord. On est tout à fait d'accord. Mais au-delà de on nous contrôle, on nous surveille, etc., ça, par contre, c'est vrai. Donc on multiplie les caméras vidéo, on multiplie les puces partout. Dans les nouvelles cartes d'identité, il y aura des puces RFID, il y aura... Et on pense qu'on va régler les problèmes en contrôlant les gens. Et ça, je trouve ça terrifiant. Un petit peu comme si on nous parquait dans des enclos, et puis qu'on nous demandait de manger l'herbe qu'il y a là, et puis ensuite de rentrer tranquillement dans la bergerie le soir. Voilà. Alors, ça n'est pas le thème principal de mon livre, mais évidemment, ça tourne quand même autour, parce que c'est une réalité incontournable de notre époque, et c'est quelque chose qui va en s'accroissant.